l'entretien des patriotes, bonjour à tous. Crépole, la presse minimise-t-elle le drame? Et vous avez dit récupération? Avant de répondre à ces questions et traiter de très nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier, vous le savez tous, ceux qui me permettent de me consacrer à ce travail de réinformation. Et aujourd'hui sont à l'honneur Dan Mougin, Claudine Voirin, Agnachine, Christophe Bianchi, Marc Eltus, Drambrinège. Merci à eux du fond du cœur, ce sont des fidèles parmi les fidèles. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien formidable, inconditionnel, les pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux, les abonnements et les gentils messages. Vous avez été très nombreux à m'écrire. Et par ailleurs, je vais rapporter ce que vous m'avez dit, et notamment sur Sound of Freedom. Vous êtes unanime, c'est un film formidable, il faut absolument aller le voir. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas. Et puis, deuxième sujet, c'est l'Union des Patriotes en vue du Frexit, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Là encore, vous êtes très majoritairement pour. Allez, on commence le journal par une nouvelle qui a fait la une de mes entretiens plusieurs fois en ce mois de novembre, Brigitte Macron. Le New York Post, qui n'est pas un média complotiste, s'étonne de la rencontre des Macron et de cette phrase prêtée à Brigitte Macron qu'elle n'avait plus toute sa tête. Le New York Post indique bien qu'elle avait 40 ans et lui 15, plutôt 14. Ça s'appelle bien un détournement de mineur. Pourquoi aucun média français n'a jamais donné les âges? Pourquoi protéger ainsi une histoire qui, d'après la loi, est condamnable? Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'ai répondu à cette question. Si vous ne connaissez pas donc la réponse, n'hésitez pas à regarder l'entretien consacré à Brigitte Macron. Il n'en reste pas moins que le New York Post, et pas le Washington Post, le New York Post a lancé un pavé dans la mare et que l'Élysée est obligé de répondre. Il a donc envoyé ses meilleurs avocats, des gens, quand on les écoute, on est obligé de se soumettre. Oui, quel est le grand avocat qui est venu défendre Brigitte Macron sur le plateau d'Hanouna? Je vous le donne en mille, Bernard Montiel. Oui, vous avez compris que c'était très ironique. Les Américains sont des faux culs. Voilà, c'est la réponse de Bernard Montiel à l'article du New York Post. Vous imaginez le niveau d'argumentation. Et Bernard Montiel enchaîne avec tous les mensonges dont je vous ai parlé dans l'entretien consacré à Brigitte Macron. Il ment sur les dates, il ment sur les âges, il ment sur les lieux. Et personne pour le contredire. Au contraire, Hanouna explique que oui, vraiment, les Américains doivent balayer devant leur porte. Voilà comment cela se passe dans la presse aux ordres. Il est hors de question de critiquer Macron et Brigitte. On se rappelle à ce sujet que Caroline Fourest avait demandé aux Français d'admirer ce couple admirable sur le plateau de quelle époque? Oui, quelle époque en effet. Sans transition, nous allons passer au drame de Crépole. Titre de BFM, Crépole du pain béni pour l'extrême droite. Ils ne voient que ça dans la mort d'un jeune. Ils sont ignobles. Je voudrais m'attarder un instant sur l'expression pain béni qui connote la religion, donc une forme de réjouissance. Pendant qu'ils y étaient, ils auraient pu employer la divine surprise, comme Maurras en 1940. Vous voyez dans quelle atmosphère ils font baigner les Français et comment ils manipulent les esprits avec ce type de titre. Alors, Gilbert Collard qualifie ce titre d'ignoble, j'ai envie de dire même crapuleux, des cagoulards, pour reprendre une expression qui prendra tout son sens en fin de journal. Comment peuvent-ils oser imaginer qu'un patriote puisse se réjouir de la mort d'un enfant de 16 ans? Mais ils sont vraiment malades. Et lorsqu'ils ne minimisent pas cette affaire, ils essaient la version accusatoire. L'avocate Florence Roas s'interroge si les assaillants de Crépole n'ont pas été les victimes d'un délit de sale gueule de la part du videur. Oui, vous ne rêvez pas. Ce ne sont pas les jeunes qui s'amusaient qui sont les victimes, ce sont ceux, les assaillants, qui sont revenus. On connaît toutes les circonstances du drame. Ils osent tout. Et quand ils osent, parce que lorsque vous consultez les quotidiens, les journaux, ils ne traitent pas de l'affaire parce qu'ils sont gênés aux entournures. Ils seraient obligés de s'expliquer dans une certaine mesure. Ou alors, comme Dupond-Moretti, là encore, l'inversion accusatoire. Mort de Thomas à Crépole, Éric Dupond-Moretti accuse le RN de récupération politique, comme pour la petite Lola et le petit Clément. Vous avez donc ce ministre de la Justice
qui est jugé en ce moment par la Cour de justice de la République, parce qu'il a fait pression sur des magistrats qu'il avait dans le nez. Vous avez ce ministre de la Justice qui s'est permis des bras d'honneur au sein même de l'hémicycle, que l'on a vu souvent tituber au sein même de l'Assemblée. Et dois-je évoquer toutes les histoires qui tournent autour de Dupond-Moretti, l'avocat du grand banditisme, l'achat de sa Maserati? Cela avait donné lieu à l'époque à des entretiens. Et c'est ce personnage qui se permet de l'ouvrir. Il y a quelque chose d'insensé, en effet, dans la Macronie. Et il n'est pas le seul, vous avez les journalistes perroquets qui reprennent ce genre de narratif sur tous les plateaux. Ces cités qui iraient jusque dans les campagnes pour désormais s'attaquer à des Français paisibles. C'est très exagéré. BFM, toujours dans le déni, privilégie l'idéologie plutôt que la réalité. Les Français apprécieront. Je vous mets l'extrait dans ma description. Il est à écouter tellement que vous avez une collection de mensonges et de narratifs. La blonde, donc, se permet un réquisitoire contre les leaders patriotes, les accuse de supputation, de politisation de faits divers, qu'ils se substituent à des enquêteurs, qu'ils se substituent à des juges et surtout qu'ils développent des infos non vérifiées. Et puis, évidemment, lorsque les faits leur donnent tort, il n'y a pas de rétro-pédalage. Et le monde qu'elle nous présente entre les cités et les villages, là, ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais la voix tremblante de la journaliste, ses hésitations montrent qu'elle sait qu'elle ment à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je vous ai montré dans mon précédent numéro que les leaders patriotes avaient toutes les informations pour une raison simple, c'est que il y avait eu le procureur qui avait déjà donné une conférence de presse et que nous avions les témoignages. C'est bien la presse aux ordres qui a refusé de relayer ces informations. Ils ont minimisé les faits, ils ont parlé de rixe. Or, une rixe, c'est deux bandes qui se donnent rendez-vous et qui s'affrontent. Là, ce n'est pas une rixe, c'est bien une razzia, c'est-à-dire des jeunes de cité qui sont venus dans ce village se venger, et c'est dit clairement. Nous avons toutes les informations et ces journalistes, encore une fois, se ridiculisent et surtout ils montrent jour après jour qu'ils ne sont plus là pour dire la vérité. Ce soir-là, la fête accueille plus de 400 personnes. Les habitants venus de Romans et ses environs, principalement des jeunes, entrent au compte-gouttes dans la petite salle communale aux murs gris. La musique résonne, les rires aussi. Des vigiles veillent à la sécurité des lieux devant la porte de cette fête bon enfant où le tarif pour entrer est de 4 €. Deux jeunes sont arrivés au début de la soirée, ils n'étaient pas du coin, ils sont entrés dans les lieux. Ensuite, le ton est monté avec les vigiles qui ont découvert qu'ils avaient des couteaux sur eux. Ils leur ont ordonné de partir. Plus tard, à la fin de la soirée, ils sont revenus se venger en bande. Et nous avons des témoignages très précis sur ce qui s'est passé. Nous avons même des vidéos. J'ai vu un autre pote à moi se faire planter dans le dos. J'ai compressé sa blessure pour faire un garrot. Il a été touché au rein. C'était l'horreur. Pour moi, c'était clairement un attentat. Les agresseurs ont dit « On est là pour planter des blancs ». Son voisin confirme ses propos et ajoute « C'était pas juste une bagarre comme on a l'habitude, où ça s'envoie des petits coups de poing. Les balles de village, on les a tous fait cet été ». Et à la lecture de ces témoignages, on comprend mieux pourquoi la presse aux ordres refuse de traiter Crépol. Il serait obligé d'expliquer aux Français des faits qu'il nie depuis 40 ans. Le racisme anti-blanc qui se transforme en razzia et en attentat. Il serait obligé d'expliquer que ces razzias se font sur le trafic de drogue et de l'explosion de la délinquance. Et que cela est dû à toutes les politiques qui ont été menées depuis 40 ans en France avec l'européisme. Et enfin, il y aurait donc des responsables Dupond-Moretti et la faillite Darmanin-Macron. Eh bien ça, ils ne peuvent pas le dire puisqu'ils sont aux ordres. Alors, ils utilisent le narratif de l'Élysée, vous les avez entendus, hein, Darmanin ou la journaliste, le mot récupération. Ils sont quand même assez étonnants, ces journalistes. Est-ce que les Français peuvent être dupes? Et il y a des journalistes, heureusement, qui font leur travail, puisque j'ai parlé que cette affaire avait en toile de fond le trafic de drogue. Le quartier de la Monnaie, à Romans-sur-Isère, où résident potentiellement les tueurs de Thomas, a été le théâtre de fortes violences pendant les émeutes de juin. Ce quartier est connu par la police pour un fort trafic de drogue, plus important encore qu'à Valence. Et combien y a-t-il en France de ces quartiers de la Monnaie? C'est-à-dire des quartiers contrôlés par la mafia, par les trafiquants de drogue, qui font vivre aux habitants d'ailleurs de ces tours l'enfer. 1200, 1600, 2000, 2500?
Car si le chiffre que m'a donné un policier 2500 est juste, eh bien la France est un narco-État. Autrement dit, les pouvoirs publics, les hommes politiques sont complices de tous ces trafiquants puisqu'ils ne font strictement rien pour lutter contre le trafic de drogue. Et vous savez également que dans ces quartiers, eh bien, il y a une certaine éducation qui font que ceux qui habitent ressemblent de plus en plus à ça. Je me déplace avec un couteau, la bagarre, je ne sais pas faire. Je te lame, Karim, du quartier de la Monnaie sur Romans-sur-Isère. C'est un ami de ceux qui ont mené l'expédition à Crépol, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont plus aucun sens des éléments de civilisation, des jeunes qui ont perdu tout repère et qui deviennent des barbares purs et durs. Bon, vous le savez, cela fait également des électeurs de la France insoumise. Heureusement, les jeunes qui ont mené cette expédition à Crépol ont été arrêtés par le GIGN cette nuit à Toulouse. Meurtre de Thomas, voici le lieu de l'interpellation à Toulouse des auteurs présumés de la tuerie de Crépol. L'interpellation a eu lieu alors qu'ils étaient dans leur voiture. Certains ont voulu s'enfuir mais ont été rattrapés par le GIGN. Après avoir attaqué en bande des Français sans défense à l'aide de 2 couteaux, eh bien, ces jeunes de Romans qui jouent les matamorses essayaient de passer à l'étranger. Ils ont été interpellés par le GIGN. Et quand je vois le monde dans lequel nous vivons, il me vient à l'esprit cette très belle phrase de Renaud Camus. Nous ne voulons pas plus de prisons, plus de caméras de surveillance, plus de gardiens pour les églises, les synagogues, les hôpitaux. Nous ne voulons pas sécuriser l'enfer. Nous voulons le retour à la civilisation. Mais voilà, les hommes politiques qui nous gouvernent ne sont pas prêts à nous ramener à la civilisation puisqu'ils sont le principe de décivilisation. Pensez à l'affaire Joël Guerriau. Il y a bien des éléments à dire sur ce qui s'est passé. Sandrine Josso, la victime, la députée MoDem, victime de Guerriau. Elle a cru mourir et elle veut sensibiliser au fléau de la soumission chimique. La députée MoDem qui accuse son collègue sénateur de l'avoir drogué la semaine dernière en vue d'une agression sexuelle s'est exprimé pour la première fois sur cette affaire lundi soir sur France 5. Je vous mets l'extrait dans ma description et si vous l'écoutez, vous constaterez quelque chose qui m'a frappé. C'est que Joël Guerriau semble maîtriser le protocole de ce type d'agression. Sous prétexte de fêter sa réélection de sénateur, il invite donc Sandrine Josso dans son appartement, il lui sert du champagne dans la cuisine et non pas devant elle, parce qu'évidemment il verse le produit dans sa coupe. Et il l'invite plusieurs fois à lever des toasts en son honneur, avec cette coupe de champagne empoisonnée par la drogue. Et il joue avec sa télécommande, non pas de sa télévision, mais de son éclairage, parce qu'en augmentant la lumière, il augmente du même coup l'efficacité du produit. Vous n'allez pas me dire qu'il s'est lancé dans ce type d'expérience à 66 ans. Il a l'air d'être un expert. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres femmes qui pourraient témoigner contre Joël Guerriau? Il y a quand même des choses très étranges et la presse n'est pas très curieuse à ce sujet. D'autant que Joël Guerriau est un expert, on l'a dit, en drogue. Il possède de l'ecstasy. La police a trouvé de l'ecstasy dans son domicile, mais lorsqu'il s'adresse à ses collègues sénateurs, c'est pour dire que la drogue, c'est mal. Vous avez remarqué que tous ces personnages utilisent les mêmes discours, ils consomment et lorsqu'ils sont en tribune, ils dénoncent les produits qu'ils aiment tant. C'est ce même type de sénateur qui nous a privés de nos droits fondamentaux en nous imposant le pass sanitaire et le pass vaccinal. C'est ce Joël Guerriau qui monte en tribune pour dénoncer les ravages de la drogue et qui est un consommateur d'ecstasy, qui utilise la drogue du violeur pour abuser d'une de ses collègues députées. Mais c'est quel niveau de cynisme et de monstruosité? Et ce sont ces gens qui nous dirigent, qui font nos lois? Mais c'est plus qu'inquiétant. Et puis s'il était le seul, on se rappelle de Laurent Bigorgne, et je ne vais pas reprendre la litanie de tous ces macronistes qui se sentent au-dessus des lois, parce que c'est ça, ils se sentent au-dessus des lois et ils se croient tout permis. Je voudrais aussi revenir sur la plaidoirie de son avocat sur BFM TV. Elle était assez étonnante, il nous a fait croire que c'était un accident, qu'il ne voulait pas. La thèse que je développe, c'est que manifestement, que ce soit Laurent Bigorgne ou Joël Guerriau, ils ont l'air de maîtriser le protocole. Et puis cet avocat nous explique que d'autres sénateurs auraient donné le produit. Qu'est-ce qu'il signifie là, l'avocat?
que tous ont tendance à consommer et que donc, si on ne protège pas Joël Guerriau, il pourrait dénoncer ses petits camarades? Est-ce que ce n'est pas du chantage? À vous de me dire. En tous les cas, Joël Guerriau, lui, se sent vraiment au-dessus des lois. Accusé d'avoir drogué une députée, il y a de l'ecstasy dans son domicile, le sénateur Joël Guerriau veut continuer à exercer son mandat. Et là, je me demande vraiment si Joël Guerriau ne possède pas de lourds dossiers sur l'ensemble de la classe politique macroniste. Pour être sûr de son fait et dire non, je reste au Sénat, c'est que vraiment, il est protégé. D'autant que l'Archer ne met pas une énorme pression sur Guerriau. L'Archer demande au sénateur Guerriau, soupçonné d'avoir drogué une députée, de posséder de la drogue à son domicile, d'être lui-même drogué, de se mettre en retrait. Un citoyen normal qui aurait essayé de droguer une collaboratrice avec cette fameuse drogue du violeur, qui posséderait de l'ecstasy à son domicile, qui serait lui-même drogué, se retrouverait menottes au poignet au poste. Joël Guerriau, pas grand-chose. Oui, manifestement, il y a des habitudes dans la Macronie. Car lorsqu'on demande un contrôle de stupéfiants chez les hommes politiques, eh bien, c'est refusé. Ils ont embêté 68 millions de gens avec des tests Covid réguliers pendant 2 ans. Mais ils n'arrivent pas à imposer des tests pour stupéfiants à quelques centaines d'élus qui votent nos lois et donc doivent être en pleine possession de leurs moyens et non soumis à des pressions et à des chantages. Par ailleurs, si on faisait ces tests à tous nos élus, députés et sénateurs, on serait peut-être très surpris. Il y aurait peut-être 2 ou 3 élus qui ne seraient pas concernés par la drogue. Il faudrait que le chef de l'État s'empare du problème et qu'il lance un plan contre le trafic de stupéfiants. Bon, fin de la blague. Par ailleurs, Emmanuel Macron a présenté son plan étincelle et je puis vous dire qu'il était dans un état second. Si vous voulez vérifier par vous-même, je vous mets l'extrait dans ma description. Alors ce plan étincelle, c'est l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. Bon, on ne peut pas s'empêcher évidemment de faire des jeux de mots, mais c'est Emmanuel Macron qui essaie de reconquérir les chefs d'entreprise parce qu'ils sont en train de grogner et il leur promet des simplifications administratives. Emmanuel Macron ne va pas très bien, il y a de très nombreux indiscrets à ce sujet. L'Élysée serait le lieu d'affrontement entre différents clans, les conseillers démissionneraient et Emmanuel Macron se présenterait de plus en plus affaibli et puis de plus en plus curieux, ni plus ni moins. Mais en même temps, on comprend qu'il ne soit pas très serein, Emmanuel Macron. Toutes les nouvelles qui nous arrivent montrent la faillite de sa gestion. Prenez par exemple la pandémie. Hélène, sur les données suisses. Chez les jeunes, explosion des myocardites en 2021. Pas d'excès et même moins de myocardites en 2020 avec le virus et sans vaccin. Faites vos déductions. À tel point, par ailleurs, que les Français se détournent du pchout. Les chiffres officiels viennent de tomber en 1 mois et demi de campagne vaccinale intense. Seuls 5% des soignants en France sont injectés Covid. 95% ne le sont pas. Donc 95% de soignants complotistes, d'antisciences, d'illuminés, de dangereux personnages? Évidemment non. La preuve simplement que plus personne ne croit à tout ce cirque et que les plus au fait de la médecine et des soins s'en détournent encore plus. Voilà, les Français se détournent du pchout, mais cela va poser un problème pour de nombreux hommes politiques. Et oui, ils vont perdre la manne des grands laboratoires américains. Ils vont donc contre-attaquer, et c'est fait, c'est dans les tuyaux. Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende la provocation à s'abstenir de suivre un traitement thérapeutique ou prophylactique, le pchout. Interdiction de dire quoi que ce soit contre le prochain vaccin. Il faut se bouger pour faire avorter ça. Vous avez des hommes politiques qui nous ont expliqué qu'ils étaient des adorateurs de la science, mais qui refusent toute forme de débat scientifique. Et puis il faut bien comprendre que dans ce projet de loi, cela va concerner les blogueurs, les youtubeurs. La réinformation, si vous dites du mal du prochain pchout, eh bien avec le Digital Act, on fermera votre chaîne. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Monstrueux. Oui, il faut se bouger. Il y a longtemps que je n'ai pas parlé de LCU, eh bien, c'est réparé. Oui, LCU, je ne sais pas ce qui leur arrive sur LCU, ils sont en train de célébrer Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, plus fort que jamais, et puis la journaliste qui est à Moscou nous explique que tout est beau, tout est propre, que les magasins sont bien achalandés et que les Russes peuvent acheter des produits français. Alors il dénonce bien évidemment le régime autoritaire de Vladimir Poutine. Autoritaire? Vraiment autoritaire?
Hervé Carès. Et personne ne s'interroge sur le plateau d'Éric Brunet comment un régime autoritaire, entre guillemets, fait pour laisser travailler des journalistes d'une chaîne si hostile comme Anne Niva ou Margot Haddad sur son sol. Demandez à Liseron Boudoul de la rédaction de LCI d'aller faire un petit tour en Ukraine, faire un reportage, elle qui est interdite de séjour sous peine de prison depuis son reportage côté russe. Cette interdiction est d'ailleurs devenue un tabou à ne pas divulguer qui pourrait conduire à s'interroger sur la nature démocratique du gouvernement ukrainien. Essayez de faire une recherche à propos de cette interdiction sur Google, un petit nettoyage numérique, ou même traiter le sujet du site signalant les ennemis de l'Ukraine. Sur LCU, on vous dit tout, sauf l'essentiel. Et le Figaro titre « L'Ukraine face au spectre de la défaite militaire ». Ce que nous vous avons annoncé depuis des longs mois s'étale enfin à la une de la presse mainstream. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien qu'ils sont en train de préparer les opinions publiques occidentales à la défaite de l'Ukraine, à la disparition programmée de Zelensky. Et les articles sont de plus en plus virulents contre le pouvoir kievien. Guerre en Ukraine, immersion au cœur des défenses russes qui ont mis en échec la contre-offensive. Guerre en Ukraine, première fissure dans l'union sacrée autour de Zelensky. Oui, ils sont en train de préparer les opinions publiques. Mais quels sont les problèmes principaux que rencontre l'armée krivienne? Hervé Carès, toujours à la pointe, nous explique. 650 000 Ukrainiens aptes au service militaire ont fui vers l'Union européenne. Ce sont les chiffres d'Eurostat. Les choses ne vont pas bien pour l'Ukraine en ce moment. La contre-offensive majeure n'a pas eu le succès escompté, comme l'admettent même les hauts responsables militaires. Cette nouvelle arrive à un moment inopportun. 190 000 Ukrainiens en âge de servir dans l'armée ont fui vers l'Allemagne et 650 000 vers l'Union européenne. J'ouvre une petite parenthèse, l'âge moyen des soldats ukrainiens est de 43 ans. 43 ans, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 50, 60 dans l'armée. Et nous voyons de plus en plus de jeunes filles. Monstrueux. Et ils veulent envoyer les 18 ans sur le front. Pour l'Ukraine, la perte d'hommes aptes au service militaire au cours de la deuxième année de guerre constitue un problème majeur. Les missiles, chars, munitions et autres équipements militaires peuvent être remplacés, à condition que les alliés occidentaux le fassent. Les soldats ne le font pas, ou plutôt, ils deviennent de plus en plus difficiles. L'invasion russe a déclenché un exode massif, y compris à l'intérieur de l'Ukraine, mais surtout à l'étranger. Il faut ajouter que l'aide financière et l'aide militaire de l'Occident vers l'Ukraine est en train de se tarir. Autrement dit, il va être très compliqué pour Zelensky de passer l'hiver. Excellente nouvelle, oui. Gaza, Israël approuve un accord de cessez-le-feu et de libération d'otages avec le Hamas. Le gouvernement israélien a approuvé tôt mercredi l'accord prévoyant la libération de 50 otages aux mains du Hamas en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve initiale de 4 jours dans la bande de Gaza. Le gouvernement israélien, réuni mardi soir, a également accepté de relâcher quelques 150 femmes et mineurs palestiniens prisonniers en Israël. Pour le gouvernement Netanyahou, c'est une défaite parce qu'il refusait toute forme de cessez-le-feu, ils refusaient de négocier. Ils ont dû se confronter à l'hostilité de la communauté internationale, mais également de l'opinion américaine qui a certainement pesé dans cette décision. Et puis il faut ajouter que l'économie israélienne est en train de s'effondrer. Allez, sans transition, on va aller en Argentine. Ce zozo vient d'être élu président de l'Argentine, donc certains vantent les mérites de ce personnage. Eh bien, lorsqu'on le voit au World Economic Forum, on pourrait en douter. Et oui, le président argentin est un baby Schwab, mais de dernière génération, c'est-à-dire encore plus dingue que les autres. On a l'impression que c'est un mélange de Trudeau et de Macron sous acide. Pauvre argentin. Allez, on va terminer par quelque chose que je vous ai annoncé en début de journal, François Mitterrand. Il faut rappeler que François Mitterrand est né et grandi dans une famille d'extrême droite, la vraie, celle qui était proche des fascistes. Il a fréquenté la Cagoule de Michelin, qui était un groupement fasciste. Il est resté 18 mois fonctionnaire du gouvernement de Vichy, où il a reçu la francisque, qui supposait d'en faire soi-même la demande et de prêter un serment d'allégeance personnel au maréchal Pétain. Et c'est pour cette raison qu'il a voulu faire cette Europe franco-allemande qu'il appelait de ses voeux, lui qui avait servi le maréchal Pétain. François Mitterrand nous a fait un mal qu'on n'imagine pas réellement, en tout cas dont on parle assez peu. Allez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié ce journal. À bientôt. Au revoir.